écoutez le podcast de So Sweet Planet. Je suis Anne Greff et je vous propose des rencontres autour des thèmes des droits humains, de la culture et de l'environnement. Aujourd'hui, nous sommes dans les locaux de la Fondation Abbé Pierre avec Christophe Robert. Bonjour. Bonjour. Christophe Robert, vous êtes délégué général de la Fondation Abbé Pierre et vous êtes docteur en sociologie. Vous avez été en charge aussi depuis 2004 de la coordination du rapport annuel sur l'état du mal-logement en France. Je ne dis que ça parce qu'il y a beaucoup d'autres, si je fais l'inventaire de toutes vos activités, mais on va en parler un petit peu plus dans cette interview si vous voulez bien. Bon, pour commencer, la Fondation Abbé Pierre, qu'est-ce que c'est ? Alors, la Fondation Abbé Pierre, c'est une des composantes du mouvement Emmaüs, créé par l'Abbé Pierre. En fait, l'idée, c'était de dire qu'il y a de la générosité qui s'exprime dans le pays, et avec cette générosité, de gens qui veulent soutenir des actions, on va pouvoir financer des actions que nous menons soit en direct avec nos propres équipes, soit en finançant un réseau associatif qui agit pour aider les mal logés, sortir les personnes de leur situation difficile, de la rue par exemple, améliorer les conditions de vie, les conditions de logement, essentiellement en France, mais aussi à l'international, où on a à peu près 10% de notre activité qui est tournée sur d'autres pays, sur des problématiques essentiellement de logement et d'habitat également. Ça, c'est le volet action, qui est quand même le cœur de l'activité. Donc, c'est des dons qui se transforment en soutien à des acteurs associatifs pour apporter des réponses aux mal logés. Et puis, il y a tout un pan de l'activité qui est aussi assez identitaire au regard du combat mené par l'Abbé Pierre, qui agissait avant tout, mais qui aussi disait il faut qu'on arrive à transformer la société, en tout cas qu'on apporte notre pierre dans cette transformation. Donc, il y a tout un volet autour de l'idée de rendre visibles les situations invisibles, d'évaluer les politiques publiques et faire des propositions de politiques qui soient plus en phase avec les besoins de nos concitoyens les plus fragiles. Donc il y a aussi un volet de l'activité qui renvoie au plaidoyer et à des propositions de changement de politique publique. Donc vous travaillez depuis les conséquences, l'urgence sur le terrain et aussi après très en amont. L'éventail des actions, oui, il est très large parce qu'il y a tout un volet qui est lié à l'accès aux droits, un autre qui est lié à la construction, l'autre à la rénovation thermique, l'accompagnement des personnes en difficulté, la vie dans les quartiers populaires. Donc il y a toute une palette de réponses qui sont apportées par la Fondation et les associations avec lesquelles elle travaille. Parce que finalement, le champ du logement, de l'habitat, il est large. Le problème du logement, ce n'est pas qu'un problème de logement. C'est un impact sur la santé, ça a un impact sur la vie de la famille, ça a un impact sur la ville que nous voulons ou pas, la ségrégation territoriale. Donc les sujets sont, à partir de la question de l'habitat, assez larges finalement. Oui. Pour nous donner un petit état des lieux de la situation, avant de parler plus précisément des activités, combien de personnes sont aidées par an par la Fondation Abbé Pierre ? C'est difficile de dire comme ça. Par exemple, la période que nous venons de traverser, celle de la crise sanitaire majeure, nous a conduit à mener des actions d'urgence immédiate, vitale. Accès à l'alimentation, accès à l'hygiène, accès à l'eau, si on parle des bidonvilles. Et par exemple, dans cette période, nous avons pu aider 70 000 personnes, 80 000 personnes. Mais vous savez, c'est pas vraiment chiffré non plus. C'est difficile de chiffrer parce que au fond, il y a des logements, on peut comptabiliser. Par exemple, on contribue au financement de 600 à 700 logements très sociaux pour les personnes les plus pauvres par an. Donc chacune des actions, on peut les décliner avec des indicateurs quantitatifs. Mais de là à vous dire exactement combien de personnes ça concerne, en tout cas, ça fait pas mal de monde parce que si vous voulez, c'est globalement à peu près 900 projets que l'on finance par an, qui sont portés par 450 associations. Et certains projets, c'est aussi consolider la capacité d'agir de l'association. Donc on ne va pas dire que ça fait 10 ou 20 personnes, mais ça fait beaucoup de choses. Et en tout cas, tout un réseau d'associations aussi qui œuvrent dans le domaine de la lutte contre le mal-logement, eh bien, qu'on soutient, avec qui on partage des projets, on co-construit des projets. Donc il y a un travail, j'allais dire, de finesse, par rapport aux orientations que nous, on pense nécessaires, et la rencontre avec ces associations avec qui on construit les réponses sur le terrain pour être le plus adapté possible à la réalité locale
et à la réalité aussi vécue par les personnes en difficulté. Oui, vous affinez au cas par cas, Oui, il y a quasiment. beaucoup d'échanges avec les associations. Alors, je ne sais pas si les chiffres sont bons. Là, j'ai 200 000 personnes sans domicile fixe, 4 millions de mal logés, 5 millions de ménages dans la grande précarité. C'est à peu près ça? Oui, c'est énorme. Hein. 4 millions de mal logés, mais ça intègre effectivement les personnes sans domicile, mais aussi les personnes qui sont dans un logement, mais un logement beaucoup trop petit ou un logement dangereux pour la santé. Donc ça, 4 millions, c'est vraiment toutes les formes que l'on agrège de mal logement pour arriver à ce chiffre préoccupant. Au sein de ces 4 millions, la question des personnes sans domicile, évidemment, nous tient particulièrement à cœur. Là, ça relève de statistiques publiques. On a 2 enquêtes fiables de l'INSEE 2001-2012 qui nous montrent qu'il y a eu une augmentation pendant cette période de 10 ans de 50% du nombre de personnes sans domicile. Et le chiffre de l'INSEE en 2012, c'était 143 000 personnes. Mais on sait aujourd'hui, au regard des modes de comptabilisation et comment les choses ont évolué depuis 2012, qu'effectivement, il y a plutôt 200 000, peut-être même un peu plus, de personnes sans domicile. Quand vous parlez de la précarité, il y a 9, ça sont les chiffres de l'INSEE, il y a 9 millions de personnes, un peu plus de 9 millions de personnes sous le seuil de pauvreté. Mais si on regarde la très grande pauvreté, la précarité vraiment dure, c'est effectivement globalement autour de 5 millions. On parle par exemple de 5 millions de personnes qui ont besoin d'une aide alimentaire pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Alors, j'imagine que les causes du mal-logement sont multiples et qu'elles évoluent aussi. Sûrement, la Fondation a vu évoluer un petit peu au fil des années depuis les débuts. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a de nouvelles causes du mal-logement avec tous les bouleversements que vit la société, ou est-ce que c'est quasiment toujours les mêmes problématiques? Non, ce n'est pas toujours les mêmes problématiques. Alors tout dépend dans quelle période historique on se situe, mais au moment de l'appel de l'abbé Pierre en 1954, on était vraiment après la démolition très importante quantitativement de logements après la guerre. Donc il y avait un manque de logements très fort. Si on caractérise les principales raisons de la crise du logement, depuis une vingtaine d'années, on va dire, on a vraiment subi la période des années 2000, où on a vu augmenter considérablement les prix de l'immobilier, qui ont doublé en moyenne en France en 10 ans. Mais quand je dis en moyenne, ça veut dire que ça concerne tous les territoires, y compris les territoires ruraux. Donc à des endroits, ça a triplé, quadruplé. Où pendant cette même période, les loyers augmentaient de 50%, les charges explosaient. Donc on a tout un pan de raisons qui tiennent au coût du logement, qui a augmenté considérablement, on va dire de 2000 à 2012, et qui s'est maintenu à un niveau assez haut depuis, sans augmenter dans des proportions similaires, mais quand même. Et une précarisation croissante d'une bonne partie de la société qui, même en travaillant, peut se trouver en situation de pauvreté, le phénomène des travailleurs pauvres, qui, même en travaillant, peut ne pas trouver chaussures à son pied dans le domaine du logement, dans la ville où il travaille. Et puis même quand on travaille, si on n'a pas un CDI, c'est très difficile de trouver une location. Donc, alors, d'abord, il y a un écalage entre le coût du logement et la réalité des ressources des ménages. Et ensuite, dans les secteurs très convoités, les grandes villes, et c'est ce que vous faites référence, il y a aussi un manque de logements à loyer accessible qui fait que vous avez 200 personnes pour un logement. Et là, donc, et on vous demande des garanties, on vous demande 3 fois les niveaux de loyer, on vous demande, airbag, triple airbag, ceinture, bretelles. Et évidemment, ça crée des situations de mise à l'écart de population qui vont se réfugier vers différentes formes de mal-logement. Un logement trop petit, un logement insalubre. Oui. On l'a vu avec Marseille, violemment, avec la catastrophe d'Aubagne qui fait 8 morts, mais 100 000 personnes qui vivent dans des logements en centre-ville qui posent des problèmes. Pas forcément d'effondrement, mais des problèmes au quotidien. Ou alors, c'est l'éloignement. On va trouver chaussures à son pied, mais très loin de son lieu de travail, avec des conséquences sur les trajets domicile-travail, les bouchons, la question environnementale, les coûts. Bref, le logement est devenu un facteur majeur d'exclusion, de séparation aussi, de ségrégation territoriale. Il y a des personnes qui peuvent se loger à la taille de logement qui correspond à leur famille et dans une localisation qui correspond à leurs souhaits ou leur proximité avec le lieu de travail, et puis d'autres pas. Donc en fait, les raisons sont multiples, elles sont quand même bien identifiées aujourd'hui, et les conséquences, par contre, sont très importantes. Et souvent, la difficulté, c'est qu'on réduit le logement à une question technique, à une question un tout petit peu politique, et on oublie finalement toutes les conséquences de l'absence de logement ou du fait de ne pas pouvoir avoir un bon logement. Et ces conséquences, elles sont énormes sur la scolarisation des enfants, la santé, sur les relations au sein de la famille, les rapports entre les frères, les sœurs, les parents, le couple, sur la capacité de pouvoir avoir une vie sociale normale, sur l'isolement, parce qu'on a honte de montrer le logement dans lequel on se trouve. Bref,
les conséquences sont très très importantes. Et ce dont nous souffrons, en tout cas c'est ce qu'on pense à la Fondation, c'est de l'insuffisante prise de conscience finalement de tout ce que produit comme dégâts sociaux le logement, ou plutôt le mal logement. À titre personnel, qu'est-ce qui vous a sensibilisé, vous, à cette cause du mal logement ? Est-ce que c'est arrivé très jeune dans votre parcours, cet intérêt pour cette cause-là, ou est-ce qu'il y a eu quelque chose qui vous a sensibilisé ? Moi, c'est plutôt la question de l'exclusion qui n'est pas arrivée par hasard, on va dire. Mais j'étais déjà sensibilisé. Effectivement, j'ai un parcours de sociologue, j'ai fait une thèse de sociologie sur l'habitat des gens du voyage, et donc sur les relations aussi, l'exclusion, populations qui sont là depuis des siècles, mais qui sont encore considérées comme des étrangers de l'intérieur, donc plutôt dans les rapports sociaux. Et la question de l'habitat, à ce moment-là, m'est apparue essentielle. Et puis après, c'est les rencontres avec la Fondation Abbé Pierre, et un peu comme l'Abbé Pierre, c'est-à-dire que j'ai vite, en tout cas, comme beaucoup ici à la Fondation, mesuré l'importance du logement dans les processus d'exclusion. Alors que c'est rarement le cas dans les échanges qu'on peut avoir entre nous, les uns et les autres, dans les médias, dans le brouhaha médiatique, dans les relations politiques. On l'oublie souvent. Il doit y avoir des raisons, on en a analysé certaines. Et je crois que l'Abbé Pierre a fait de ce combat du logement la reine de ces combats, en quelque sorte, pour ces raisons-là. Pour ces raisons-là. C'est-à-dire que c'est vraiment surprenant de constater à quel point c'est évident, quand on parle avec tout un chacun, de penser que les bonnes conditions de logement vont avoir un impact sur une multitude de réalités de la vie quotidienne. Mais par contre, le logement n'est pas considéré comme ça dans les choix politiques, dans les choix économiques, dans les combats aussi citoyens. On a du mal à faire émerger cette cause dans l'espace public pour pouvoir peser, pour pouvoir rééquilibrer les rapports de force, parce qu'il s'agit bien de ça. Et là, il y a quelque chose qui est étrange, qu'on peut expliquer. Je prendrai juste un élément d'explication, c'est que, par exemple, le temps du politique n'est pas le temps de la réponse en logement. Si on décide de construire massivement du logement en France, si vous le décidez au début de votre quinquennat en tant que président, présidente de la République, eh bien vous ne verrez pas les effets de votre action politique le temps du quinquennat. C'est sans doute pareil pour les maires, c'est les maires des villes, pas les mamans. Et du coup, il y a là une difficulté. Et puis, une donnée qui est extrêmement complexe. Même la question de l'emploi est plus simple. Elle est évidemment un sujet social majeur, sociétal majeur. Mais si vous décidez, par exemple, de mener une action très volontariste dans le domaine de l'emploi, pour remettre, par exemple, des jeunes, je ne sais pas, via des emplois aidés, vous avez immédiatement des résultats. Le logement, il va falloir trouver le terrain, il va falloir définir le projet avec les habitants, il va falloir commencer la construction, et ça va prendre 2 ans, ça va prendre... Enfin bref. Ça rapporte pas, quoi. Électoralement, pas tant que ça. Oui. Sauf que la question, elle n'est pas là. Ça produit tellement de dégâts, l'insuffisance de bonnes réponses en logement, que il faut s'y coller. Peut-être aussi que c'est difficile d'en entendre parler parce que les personnes qui sont elles-mêmes victimes sont dans une précarité qui fait que c'est difficile d'aller se battre quand on arrive à ce stade de précarité. Bien sûr. Il y a une difficulté à survivre déjà qui fait que... C'est pas votre préoccupation première, effectivement. Il y a 2 phénomènes par rapport à ça, en tout cas, que nous, on observe. Évidemment, quand vous êtes en situation de grande exclusion, mal logé, ou que vous avez faim, comme on l'a vu avec la période de Covid, vous n'avez pas commencé à mener ce combat. Enfin, je veux dire, vous êtes occupé à survivre, occupé à donner des bonnes conditions alimentaires ou de santé à vos enfants. Donc voilà, la priorité, elle est là, et c'est compréhensible pour tout un chacun. Après, il y a un autre phénomène, c'est que on voit bien, nous, dans les personnes que l'on rencontre, que l'on aide, les gens qui vont vous dire, je suis dans un logement, mais insalubre. Ils vont vous dire, mais je suis dans un logement surpeuplé. On va dire, oui, mais déjà, c'est sûr, on est 4 dans 15 mètres carrés, mais bon, déjà, le logement, il n'est pas dangereux pour notre santé. Vous allez voir quelqu'un qui est dans un logement insalubre, il va dire, oui, mais je suis dans un logement insalubre, mais déjà, je suis à l'abri, je suis pas à l'hôtel. Vous allez voir quelqu'un dans l'hôtel, il va vous dire, ok, mais moi, je ne suis pas dans un bidonville. Celui qui est dans un bidonville, il va dire, mais moi, je ne suis pas à la rue. Et donc, c'est le courage aussi de chacun, nos concitoyens, même en difficulté, que de se battre finalement pour sa survie, pour améliorer ses conditions de vie. Mais du coup, on sent bien que la prise de conscience de la dimension politique de cette question du logement, parce que rien n'est inéluctable, il n'y a pas de fatalité dans cette histoire-là, mais elle est difficile
elle est difficile, et donc les combats sont difficiles à cristalliser. Alors ça peut changer. On a vu des grandes villes aujourd'hui se battre, des habitants de grandes villes se battre contre le logement cher. On l'a vu en Espagne il y a quelques années, on l'a vu à Berlin il y a 6 mois. Oui, c'est ça que je voulais vous demander. Il y a des exemples d'endroits où ça... Peu, mais si vous voulez, c'est souvent dans des changements. Par exemple, ce qui s'est passé en Allemagne, avec des manifestations importantes, c'est que les logements étaient très bas. Les loyers étaient très bas, pardon. Oui. Et donc, pour une raison historique, on n'a pas forcément le temps de détailler, mais les prix des loyers étaient très bas. Enfin, en tout cas, beaucoup plus bas qu'en France. On va dire, c'est peut-être à 7-8 euros du mètre, quand à Paris, c'est 24 euros en moyenne, ou en moyenne en France, pardon. Et puis, il y a eu un changement de modèle économique, ou de vision du modèle économique sur l'intervention de la collectivité, sur le logement social, ou le logement parapublic, bref. Et tout d'un coup, on sentait qu'il y avait des enjeux financiers très importants qui montaient dans cette ville. Et là, les citoyens ont pris conscience de ce qui pouvait se passer. Et ayant vu comment ça se passait à Paris, à New York, à Londres, avec ces grandes capitales, mégalopoles, et les prix avec des problèmes sociaux majeurs, il y a eu un sursaut. Et il y a eu une mobilisation. Pas inintéressante, vraiment. Donc, en Espagne, c'était après la crise des subprimes de 2008, parce que nous, on n'est pas tombé là-dedans, comme aux États-Unis ou en Espagne. Mais en Espagne, ils avaient enclenché ce pas, en fait, de permettre d'endetter des personnes qui n'avaient pas la capacité d'acheter leur logement pour faire marcher l'économie seulement. Mais ce que les gens n'avaient pas vu, c'est qu'il y avait des petites lignes qui disaient, si vous ne pouvez pas rembourser, nous, on vous rachètera votre logement, le tiers de son prix, et puis ça sera comme ça. Donc ça a mis sur la paille des centaines de milliers de personnes. Et là, la réaction humaine a été forte, la mobilisation citoyenne a été forte. En France, c'est beaucoup plus... Alors, il y a de la protection aussi, mais c'est beaucoup plus continu. Alors, il y a aussi un parc de logement social important, et c'est aussi parce qu'il y a des vraies réponses à certains égards. Mais sur, par exemple, la question des régulations des marchés, c'est très difficile de faire entendre le fait que ce n'est pas idéologique que de demander qu'il y ait une régulation des marchés de l'immobilier, des loyers, des charges, tout simplement pour que les gens puissent vivre dans de bonnes conditions. Mais ce n'est pas facile à faire accepter quand même. Donc voilà, on sent que la cristallisation de l'enjeu politique au sens noble du terme peine à faire son chemin dans notre pays. Mais ça ne veut pas dire que ça ne viendra pas. J'ai lu sur votre site que l'abbé Pierre disait « Il y a à la fois des forces d'égoïsme et de la compassion dans la société. Il faut qu'il existe des initiatives privées insolentes qui dénoncent l'urgence pour que l'opinion puisse s'y intéresser et faire pression. » Aujourd'hui, est-ce qu'il y a encore, et quelle forme prennent-elles ces initiatives privées insolentes qui dénoncent l'urgence ? Ça, c'était vraiment l'art de l'équilibre de l'abbé Pierre. C'est-à-dire, il appelait ça l'insolence mesurée. C'est-à-dire, il nous disait, et il l'a démontré pendant 60 ans de combat, on ne peut pas se taire quand on voit des personnes à la rue, quand on voit des femmes seules avec enfants qui souffrent dans leur coin, quand on voit la manière dont sont traités un certain nombre d'exilés, de réfugiés qui fuient la misère, qui fuient des guerres et qui sont traités dans nos capitales de manière indigne. On ne peut pas fermer les yeux. On ne doit pas s'habituer à ça. Il ne faut pas s'habituer à cette question, à voir autant de souffrances. Donc, de ce point de vue-là, la colère, elle naît. Elle naît de ces souffrances. Et encore une fois, ça peut être autrement. Et ça pourrait être autrement. Et ça pourra être autrement. Je l'espère, on l'espère en tout cas, nous tous à la Fondation Abbé Pierre. Et du coup, elle est nécessaire parce qu'autrement, beaucoup se contenteraient de l'invisibilité. C'est exactement ce qu'on dénonce avec nos pics d'or quand on dénonce les dispositifs anti-SDF. Ces dispositifs anti-SDF, ils ne règlent rien. Il ne faut qu'on repousse le problème. Et surtout, il faut sortir de la visibilité. Vous voulez dire les dispositifs dans les villes pour les empêcher de s'asseoir ou de s'allonger voilà. Les plans inclinés, tout ce qui empêche aux personnes sans domicile, qui n'ont donc plus grand-chose, de se reposer, de s'asseoir, de s'abriter du vent. Ces dispositifs, alors évidemment, c'est avant tout l'enjeu, c'est un toit, avant tout c'est s'alimenter, se soigner, mais ils sont l'expression d'un renoncement et d'une posture qui consiste à mettre à l'écart sans régler le problème. Et il ne faut surtout pas qu'on tombe dans ce travers-là. Et je crois que l'abbé Pierre, c'était ça. C'est-à-dire qu'il faisait, mais en même temps il disait. Et puis il empêchait ceux qui dorment tranquilles de dormir tranquilles en disant non, on doit faire autrement. Et voilà, je pense que nous avons tous collectivement la responsabilité de dire, de faire savoir, de rendre visible ce que certains considèrent comme se contentent de l'invisibilité. Et vous savez, c'est comme les choix économiques.
Quand je parlais tout à l'heure du fait que notre rapport annuel sur l'état du mal-logement fait aussi le bilan sur des choix économiques, les choix fiscaux. J'entends beaucoup de gens, moi, dans les débats où je vais, où on va à la Fondation Abbé Pierre, nous dire, vous savez, ouais, mais le pays, là, il n'y a plus de sous. Donc ce que vous demandez là, c'est pas possible. Moi, je leur dis, oui, mais est-ce que vous avez regardé ce qui a été fait? Alors là, on va prendre le quinquennat là, mais il y en avait d'autres signaux dans le précédent et celui d'avant encore. Quand on dit on va supprimer la taxe d'habitation pour les 20% les plus aisés, ben, c'est 10 milliards d'euros qui rentrent plus dans les caisses de l'État par an. Je ne suis pas sûr que ces 20% de personnes plus aisées, elles aient demandé à ce qu'elles ne plus payer la taxe d'habitation ou qu'elles n'en aient pas les moyens. Mais ces 10 milliards par an, on en a besoin pour la question sociale, pour la sécurité, pour les hôpitaux, pour les routes, pour, bref, l'école. Et donc, c'est bien des choix qu'il y a derrière. Et la petite musique qui consiste à dire « Ah ben oui, mais ça profitera un jour à tout le monde, il faut d'abord qu'on relance par le haut, ah ben oui, mais alors, on pourra redistribuer une fois que... » Non. Il faut regarder les gens aujourd'hui dans leur situation, il faut regarder les choix qui sont faits, et puis il faut réfléchir tous ensemble, et c'est ce que nous appelons de nos voeux, avoir une société où la démocratie soit régénérée, où des gens comme nous, comme d'autres, des associations, des syndicats, des citoyens puissent donner leur point de vue, faire part de leur expertise aussi, de ce qu'ils voient sur le terrain, pour qu'on n'ait pas des politiques publiques qui soient réglées à coups de tableurs Excel avec des technocrates en haut de la mêlée. Non, on ne peut pas s'en sortir comme ça. Et on voit que ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Parce qu'il y a un désaveu vis-à-vis du politique, il y a un désaveu, les gens ne croient plus vraiment de la capacité de transformer la société sur la question climatique, sur la question sociale, sur la question démocratique. Et donc, si on ne régénère pas, si on ne trouve pas les moyens de régénérer en mettant la question de l'action publique au regard de ce que vivent nos concitoyens les plus fragiles, au regard de ce que l'on fait de notre planète, je crains qu'on ait des décennies difficiles. La Fondation Abbé Pierre agit donc sur de nombreux leviers pour améliorer la situation des personnes sans abri et des personnes mal logées, mais aussi sur la situation donc générale du mal logement, avec par exemple des programmes de rénovation et de réhabilitation de l'habitat. Par exemple, le programme SOS Taudis. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu pour nous donner un exemple concret comme ça d'action sur le terrain qui sont de grande ampleur quand même? Oui, il y a deux programmes peut-être qui peuvent illustrer les sujets que vous venez d'évoquer. C'est Toi d'abord et SOS Taudis, qui sont deux programmes de la Fondation. Il était juste après, Toi d'abord. D'accord. Écoutez, non, parce qu'ils sont intéressants, parce qu'ils répondent en partie à des choses communes, mais peut-être à des difficultés sociales qui ne sont pas tout à fait de même nature en termes de segments de logement. Toi d'abord, on contribue au financement de logements sociaux, ou plutôt très sociaux, c'est-à-dire les logements vraiment à très très bas loyer, qui permettent, alors à très bas loyer et surtout économes en charge, de façon à ce que même les personnes qui ont des toutes petites ressources, par exemple le RSA ou les travailleurs pauvres dont on parlait tout à l'heure, dans les conditions actuelles des logements qu'on fait sortir de terre ou que l'on rénove pour les transformer, c'est-à-dire un logement privé qu'on va conventionner, qu'on va rendre social, on peut loger des personnes en situation de pauvreté, dans de bonnes conditions. Parce que vraiment les charges, on fait un effort très important sur les charges qui vont avoir un impact sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre, donc il y a une dimension écologique très importante, il y a une dimension pouvoir d'achat et capacité de loger les personnes les plus pauvres. Parce que même le logement social moyen en France qui sort aujourd'hui, pour des raisons de modèle économique, d'aide publique insuffisante, etc., sort à des niveaux de loyer qui ne permettent pas forcément de loger les plus pauvres. Oui, parce que même avec le RSA, payer un loyer, c'est quand même... ou alors on peut pas manger après, quoi. Voilà, sauf si le loyer est très bas, c'est-à-dire qu'il est en concordance, c'est un peu technique, avec les niveaux pris en compte par les APL. Et si vous voulez, c'est un modèle économique qui est tout à fait remarquable en France, mais qui a perdu de sa vivacité. Et nous, notre intervention, elle est de l'ordre de 600 à 700 logements par an, mais à peu près 6 à 7 millions d'euros quand même, pour sortir ces logements-là. Donc très bas loyer, très économe en charge, et là, vous pouvez loger des personnes très pauvres, en difficulté. Ils ont aussi une vocation de réemploi quelque part, parce qu'on va aller par exemple dans une ville moyenne, en plein centre-ville, parce que l'idée c'est pas de loger les pauvres très loin, rénover, je sais pas moi, une poste qui a fermé, un bâtiment qui 2 logements par-ci, 3 logements par-là, bien situés, logement privé qu'on va racheter, qu'on va retaper complètement, et le mettre au service, en le transformant en logement social, des plus pauvres. SOS Taudis, on est dans la lutte contre l'habitat indigne.
C'est-à-dire qu'on essaie d'améliorer les conditions de vie des personnes qui sont dans des logements indignes. Une des caractéristiques en termes de personnes qui sont aidées, ce sont des propriétaires de leur logement, occupants de leur logement, souvent en milieu rural, souvent âgés. C'est une des catégories qui est aidée, qui parfois pendant 30 ans n'ont pas pu faire les travaux dans leur logement et vivent dans des logements totalement indignes. Dangereux pour la santé parce que l'électricité est défaillante. Oui, vétusté, canalisation, fuite de toit, donc humidité, donc maladies respiratoires, etc. Et là, ou avec des produits nocifs aussi, comme l'amiante ou des choses comme ça, qui peuvent nécessiter ou des peintures du plomb. au plomb qui créent le saturnisme, qui est réversible pour les enfants, qui est vraiment dangereux. Et là, c'est un travail un petit peu différent, qui est moins bâtiment au sens on transforme, c'est d'essayer d'améliorer, d'améliorer les conditions de vie des personnes dans leur logement. Et là, on touche à quelque chose qui nécessite un vrai accompagnement social, parce que je pense à beaucoup de personnes qu'on a aidées, ce sont des personnes très âgées, qui ne veulent surtout pas qu'on les enlève de leur logement, donc ont très peur, donc ça va prendre le temps, on va déplacer la personne d'une pièce à une autre, le temps de refaire telle ou telle pièce, on va rassurer, on va faire le montage économique, bref. Il y a là une forme d'invisibilité de souffrance liée au mal logement, et notamment au logement indigne, sur lequel on intervient avec d'autres acteurs associatifs, qui souvent sont de très belles histoires. Est-ce qu'on peut aussi parler de Allo Prévention Expulsion, parce que je trouve que c'est intéressant, et en fait ça concerne quand même beaucoup de monde aussi, cet accompagnement. Oui, là on est sur une autre dimension effectivement de l'action de la Fondation Abbé Pierre qui est très importante, c'est l'accompagnement et l'accès au droit. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on est par exemple sans domicile qu'on n'a pas de droit. Même le droit à pouvoir conserver ma tente et mes affaires quand je suis dans la rue parce que j'ai pas d'autre solution. Et pour beaucoup, le droit est difficile d'accès. On ne connaît pas forcément les protections, on ne connaît pas forcément les aides qui existent. Et on peut se retrouver, par exemple, expulsé de son logement. Donc la question de l'accès au droit, pour nous, elle est essentielle. Redonner la dignité aux personnes aussi par cet accès au droit. Et puis parce que tout le monde sait que c'est complexe, la question de l'accès au droit. Donc il faut du conseil juridique, de l'accompagnement juridique aussi. Donc on développe pas mal de permanences d'accès au droit qu'on soutient un peu partout dans le pays. Et puis on a cette plateforme de prévention des expulsions locatives. L'idée étant de pouvoir, aux personnes menacées d'expulsion ou qui rencontrent des difficultés pour payer leur loyer, de pouvoir les conseiller sur les droits qu'ils pourraient ouvrir, pour les aider à payer leur loyer, sur les bonnes manières de faire, sur les processus finalement. Par exemple, beaucoup de gens se disent je ne peux pas payer, et nous on conseille surtout de continuer à payer même un peu, parce qu'autrement, en jugement, au moment du jugement, ça va être très pénalisant. Et ça peut être des propriétaires aussi qui nous appellent parce qu'ils rencontrent des locataires dans leur parc qui rencontrent des difficultés pour payer. Et puis donc, on va d'abord, avec ce numéro de téléphone, prodiguer des premiers conseils, et ensuite, s'il y a besoin de plus, les orienter vers des partenaires associatifs pour pouvoir être accompagnés de façon un peu plus solide dans la durée. Pas rester isolé et du coup prévenir la descente aux enfers. C'est ça, c'est-à-dire anticiper, éviter les catastrophes, être à l'écoute aussi et pouvoir aider au maximum les personnes. C'est quand même un vrai fléau, la question des expulsions locatives. On est à 15 000 ménages par an, ça fait presque 2-3 fois plus de personnes. Et là, on parle vraiment de personnes expulsées par les forces de l'ordre. Donc on sait qu'on est plutôt à 35 000, 40 000 ménages expulsés. Alors soit par les forces de l'ordre, soit avant que les forces de l'ordre arrivent, parce qu'évidemment, c'est pas ce qu'il y a de plus sympathique dans la vie. Et qu'est-ce qu'ils deviennent alors, toutes ces personnes, une fois qu'ils sont expulsés ? Écoutez, souvent c'est la débrouille. Souvent on fait appel à la solidarité de proximité, de voisinage, familial. Donc on est hébergé pendant un temps chez des tiers. D'autres n'ont pas cette solidarité, donc vont se débrouiller, quelques nuitées à l'hôtel, un peu dans la bagnole, et puis parfois la rue. Et puis là, pour retrouver du travail, c'est compliqué aussi. Ou le garder même. Parfois c'est compliqué, tout à fait. Donc c'est un vrai fléau, ça, les expulsions locatives. Et on sait par des actions qu'on mène, qu'on capitalise aussi, pour regarder ce qui marche, qu'on peut vraiment faire mieux, si on était prêt à mener des politiques qui sont beaucoup plus centrées sur la prévention, très en amont. Par exemple, dès les premiers mois d'impayés, d'être très réactif, parce que là on peut ouvrir des droits, on peut échelonner la dette et peut-être trouver des solutions alternatives. Une fois qu'on a constitué une dette très importante, même devant le juge, c'est très difficile. Donc voilà l'importance pour nous de ces points d'accès au droit ou de cette permanence d'accès téléphonique.
Et depuis sa création, la Fondation a développé une expertise et des actions publiques afin de faire du logement une priorité nationale. Donc c'est aussi un travail de vigilance sur les décisions politiques qui peuvent être prises dans le domaine du logement. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples concrets de vos rapports avec les responsables politiques? Alors, ce pan de l'activité de la Fondation, déjà, il est très identitaire. C'est-à-dire qu'on s'inscrit vraiment dans le prolongement de l'abbé Pierre. L'idée étant de dire, nous, il faut qu'on fasse ce que l'on peut et on doit faire le maximum pour aider les personnes. Mais ce serait illusoire de penser que nous allons régler les problèmes, nous, les associations d'aide caritatives, de soutien, les ONG. C'est-à-dire que ça doit être une affaire de tous. Oui. Et avant tout, une affaire de politique publique. Donc oui, il y a beaucoup de contacts avec les acteurs politiques, que ce soit au niveau local, les maires, les présidents de départements, les présidents de communautés de communes, de métropoles, que ce soit à niveau national avec les ministres du logement, les ministres des solidarités, parfois avec les présidents de la République, qu'on rencontre aussi régulièrement, avec le Premier ministre, seul ou avec des collectifs, le collectif des Associations Unies qui rassemble 38 organisations sur la lutte contre l'hébergement, la lutte contre le mal logement, le volet hébergement et logement d'insertion, ou avec le Pacte du pouvoir de vivre qui rassemble des associations environnementales, associations de lutte contre l'exclusion, des syndicats. On est dans une logique à la fois de vigilance, de vigie républicaine, pour pouvoir regarder ce qui se passe, et je pense que c'est sain pour une démocratie. Observer les choix économiques, regarder les budgets, les dépioter, les lois, mesurer leur impact, faire des amendements, projet de loi de finances, ou une loi sur le logement, une loi sur la lutte contre l'exclusion, et proposer des alternatives. C'est extrêmement important pour montrer qu'on peut faire autrement, en capitalisant ce que font certaines collectivités et avec lesquelles ça marche, d'autres pays qui ont d'autres pratiques. On parlait tout à l'heure de la régulation des marchés. En Suisse, en Allemagne, on encadre les loyers, ça pose pas de problème. Nous, c'est une difficulté inouïe parce que idéologiquement, on considère que tout ça va s'autoréguler, ce qui est complètement absurde, puisque ça fait 40 ans qu'on nous dit ça. Oui, et que dans ça les se passe faits, pas comme dans ça. les faits, pourtant, on a constaté que ça fonctionnait pas très bien. Mais... Et donc, tout d'un coup, dire, mais attendez, ce qu'on est en train de vous dire, nous, c'est pas une vision idéologique, économique. C'est répondre aux besoins de nos concitoyens. Et puis, quand l'Allemagne ou la Suisse le fait, je ne crois pas qu'ils soient complètement tarés. Et peut-être on peut regarder aussi pourquoi ils le font, et comment ils le font, et on pourrait peut-être s'en inspirer. Donc beaucoup d'échanges avec les politiques publiques. De là à dire qu'on est entendu, c'est difficile de répondre à cette question. Non, au sens de ce que nous voudrions nous voir comme changement. Par rapport à tout ce que vous... Sur la question écologique, sur la question sociale, non. Mais en fait, oui, c'est-à-dire beaucoup de choses que nous proposons finissent par trouver leur place, trouver un espace à un moment. Pendant cette période de crise sanitaire, de Covid-19, nous avons beaucoup travaillé pour faire remonter les urgences absolues pour nos concitoyens les plus fragiles. Et il y a eu des réponses qui ont été apportées. On avait des réunions 2 fois par semaine. Nous avons des réunions 2 fois par semaine avec le ministre du Logement, à qui on fait remonter via les réseaux associatifs, et à qui on dit mais il faut que vous apportiez une réponse à ces situations, sans quoi c'est vital. On est sur des enjeux vitaux. Donc là, oui, ça a eu un impact très fort. Après, le grand soir, on n'y est pas. Mais tout ce qui est fait est fait, tout ce qui est pris, tout simplement parce que derrière, il y a des personnes. Et si c'est déjà 1, et si c'est 20, et si c'est 5 millions ou 4 millions de mal logés à un moment, là, ça serait une belle victoire. Ou 9 millions de pauvres. On n'en est pas là, mais il se passe quand même des choses. Et il me semble que s'il n'y avait pas cette vigie républicaine, nous comme d'autres, nous avec d'autres, il est bien possible que ce serait pire. La Fondation Abbé Pierre, elle a engagé un travail que je trouve aussi très intéressant de recueil de bonnes pratiques, vous l'avez évoqué un petit peu tout à l'heure, réalisé par des acteurs associatifs afin de faciliter l'accès au logement de ces personnes. Ce programme s'intitule « Un domicile fixe et décent pour tous » et il permet d'affirmer que l'accès à un logement est le point de départ d'une insertion dans la société et non l'aboutissement d'un parcours résidentiel trop souvent chaotique. Je cite l'explication sur votre site. Une dizaine d'associations constituent ce nouveau réseau, je crois que c'est une activité assez récente, et expérimentent et modélisent ce qui devrait être la réponse de demain. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots de ce processus qui est en cours ? Oui, on est en fait sur un changement de paradigme de politique publique pour répondre aux besoins des mal logés, qui est qualifié à l'échelle européenne et même internationale, parce que ça a été le cas aussi aux États-Unis, de Housing First. Si vous voulez, ça demande un tout petit développement.
en fait, des personnes se trouvent pour de multiples raisons en situation d'exclusion totale à la rue. Personne sans domicile fixe, personne sans abri. Le processus qui conduit à ce que des personnes soient à la rue, les facteurs s'entrecroisent. Cherté du logement, chômage de masse, phénomène de travailleurs pauvres, des problématiques aussi qui n'ont pas forcément directement à voir avec le logement à l'origine, mais je pense à la fermeture des hôpitaux psychiatriques dans les années 70, mais qui n'ont pas été forcément compensées par... c'était plutôt bien de dire que les personnes qui ont des difficultés psychiques puissent être dans la vie comme tout le monde et pas enfermées. C'était plutôt une avancée, mais l'alternative n'a pas forcément suivi toujours, quantitativement parlant, et on retrouve beaucoup de personnes à la rue qui ont des gros problèmes psychiques, par exemple. Bref, et on pourrait multiplier... on n'en parle pas souvent, mais parce que j'ai fait un podcast récemment, il y a aussi les jeunes qui sont rejetés par leur famille pour des questions de genre, d'homosexualité, de tout ça. Il y en a beaucoup. Il y a les sortants de prison, il y a les sortants de l'aide sociale à l'enfance sans solution de logement. On pourrait multiplier en fait, si vous voulez, le fait les personnes qui se retrouvent à la rue sont souvent le fruit de carences ou de défaillances d'autres politiques publiques. Et au final, le secteur de l'hébergement d'urgence, qui utilise des hôtels ou des hébergements d'urgence de différentes natures, se voit finalement comme un dernier filet de sécurité. Or, comme on assiste à une massification de ces formes d'exclusion, le secteur de l'hébergement d'urgence, par exemple hôtelier, ne cesse d'augmenter au fil des difficultés sociales qui se présentent finalement. Et donc, on s'est habitué à quelque chose dont il faut que nous nous déshabituions. C'est l'idée de dire qu'il y a un problème à un moment d'urgence. C'est vrai, quelqu'un est à la rue, c'est un problème absolu, il faut tout de suite mettre à l'abri et proposer une solution alternative. Mais ce secteur de l'hébergement d'urgence, notamment hôtelier, ne fait que croître, grossir, au point que des personnes restent dans ce secteur de l'hébergement, une partie de ces personnes, alors qu'elles n'ont rien à y faire. En tout cas, plus rien à y faire. Elles peuvent tout à fait avoir un logement autonome, aspirent à avoir un logement autonome, mais on a répondu à des besoins d'urgence via des réponses d'urgence, et ces réponses d'urgence, elles sont à la fois alimentées par le haut, par toutes les défaillances des politiques publiques dont je parlais, et par la sortie qui ne se fait pas, parce que pas assez de logements pas chers, parce que pas assez d'aides type APL suffisamment calibrées pour répondre à ces besoins, etc., etc. C'est-à-dire qu'en fait, l'idée c'est de dire, avec le logement d'abord, traduction de Housing First en français, c'est de dire, au fond, on a instauré une sorte de logique d'insertion via un escalier qui consiste à dire tu étais à la rue, maintenant tu vas aller à l'hôtel, après tu vas entrer dans un hébergement d'insertion, après on va te faire entrer dans un logement d'insertion, après tu vas passer par un logement passerelle, et puis etc. Et peut-être tu auras un logement au bout. Comme si finalement ce logement se méritait. Or, toutes les initiatives qu'on capitalise, qu'on expérimente, nous comme d'autres, montrent que c'est l'inverse. Parce que quand vous êtes à l'hôtel, vous avez une épée Damoclès sur la tête qui vous dit « mais normalement vous êtes là pour quelques mois, et après c'est fini ». Et quand vous faites tout de suite rentrer dans une solution de logement une personne qui a vécu des choses très difficiles dans son parcours, elle vous dit « t'es chez toi maintenant ». Tu vas contribuer un peu à la hauteur de ce que tu peux, mais t'es chez toi, dans une portion de famille, dans un logement d'insertion durable, avec un vrai statut de bail, de droit commun. On a déjà fait un tiers du boulot. Parce que la personne, ça y est, enfin, elle est sécurisée. Elle n'est pas sous la menace de devoir quitter par l'hôtelier ou l'hébergement qui va dire au bout de 6 mois, non, ça fait déjà 2 fois 6 mois, donc tu es à 18 mois, là, il faut, etc., etc. Et donc, l'idée, c'est de dire, c'est un levier, en fait, de la réinsertion. Ce n'est pas l'aboutissement d'un processus, c'est un levier. Et tout ce que nous accompagnons avec le secteur associatif, que nous finançons, que nous regardons de près, que nous capitalisons, nous montre que c'est évidemment extrêmement pertinent pour les personnes. Donc ça, c'est un élément majeur, mais que ça peut être aussi pertinent pour les politiques publiques. Parce que, par exemple, l'hôtel, ça coûte cher. Mais vous ne pouvez pas faire à manger dedans. Vous ne pouvez pas inviter qui vous voulez. Vous ne pouvez pas, et ça coûte relativement cher à la collectivité. Puis visiblement, il y a quand même toujours moins de places disponibles que de personnes qui en ont besoin, non ? Oui, mais toutes les personnes qui appellent ce fameux 115 qui ne peut pas répondre. Mais ce domaine de l'hébergement d'urgence ne cesse de grossir, en termes de budget de l'État, comme en termes de capacité. Alors forcément, au premier abord, c'est la bonne réponse. Quelqu'un qui se trouve à la rue du jour au lendemain, il faut bien lui proposer une solution. Et vous n'aurez pas tout de suite une solution de logement, forcément, tant que les dispositifs ne sont pas mis en place pour répondre de telle manière. Mais il faut qu'on ait un peu plus de recul. Autre élément qui concerne le logement d'abord, quelqu'un qui va être expulsé de son logement, qui va se retrouver à la rue, qui va se retrouver à l'hôtel,
On développe des réponses, par exemple, où si la personne ne peut plus rester dans ce logement, peut-être une association va pouvoir prendre le bail, le temps de remettre à flot la personne, de l'aider, de la réaccompagner, puis après lui refaire glisser le bail. Donc, on peut avoir toute une série de réponses qui fonctionnent très très bien, pour les gens d'abord, mais aussi de manière institutionnelle pour les politiques publiques. Et c'est là-dessus qu'il faut absolument mettre le paquet. Ça ne veut pas dire que c'est un logement où on livre les gens seuls dans leur logement. Peut-être des personnes ont besoin d'être accompagnées sur des problèmes de santé, d'accès à l'emploi ou autre. Ou que peut-être il faut des formules adaptées, type les pensions de famille, où la personne a un statut de droit commun dans son logement, c'est son logement, elle est chez elle. Mais il y a des espaces collectifs, il y a une vingtaine de logements comme ça, puis on partage le repas, il y a une hôtesse de maison qui fait une forme de régulation, d'accompagnement des personnes. Donc ça ne veut pas dire qu'on est dans de la standardisation du logement, mais la question d'avoir un chez-soi, c'est fondamental pour tout un chacun, et c'est aussi vrai que pour tout un chacun, pour les personnes qui ont vécu des choses difficiles. La plupart des personnes que j'interviewe sur So Sweet Planet, je les choisis généralement parce que ce sont des personnes qui sont engagées, qui contribuent à un monde meilleur de toutes leurs forces, que ce soit par la culture ou par une association ou sur le terrain de diverses manières. Et elles nous permettent en général de prendre mieux conscience de certaines réalités et aussi par leurs résultats, elles peuvent nous encourager, comme vous le faites, à nous mettre en mouvement nous-mêmes et à nous montrer que ça vaut le coup. Parmi toutes les actions de la Fondation Abbé Pierre, quelles sont celles dont les résultats vous donnent le plus envie de continuer, vous avez le plus envie de partager là, maintenant, aujourd'hui? Vraiment le logement d'abord, ce dont on vient de parler, donc je n'y reviens pas forcément, parce que on est dans une inversion, hein, c'est pas un pauvre logement ou un pauvre abri pour les pauvres. On repart sur la question de la dignité, on réhumanise, c'est fondamental. Vous savez, pour répondre à votre question de manière un peu contournée, c'est, au fond, il y a quelque chose d'incroyable. C'est que si je vous dis 4 millions de mal logés, mais si je vous disais 4,5 millions, 3,5 millions, on se dirait c'est beaucoup, c'est pas beaucoup. Ça ne changerait pas beaucoup dans l'esprit de tout un chacun. Oui. Mais c'est quand même 500 000 de plus ou 1 million. Par contre, si je vous fais rentrer dans l'histoire de chacune de ces personnes, ce qu'elle a vécu, ses envies, ses angoisses, ses peurs, ses forces, ses faiblesses, ses sensibilités, je suis stupéfait à chaque fois de voir que des interlocuteurs me disent « mais non, mais c'est pas possible, pas lui, pas elle ». Mais le pas lui, pas elle, c'est pour tout le monde. Et donc, ce qui me paraît le plus important, c'est pas tant l'action ou tel dispositif ou tel programme que nous portons, c'est la manière dont on entre en relation avec des personnes, avec leur histoire, et la manière dont on se projette avec elles. Et du coup, toutes sont belles, ces histoires. Et je dis souvent aux responsables politiques, c'est dingue parce que quand on vous montre ces situations, vous nous dites c'est dingue, c'est pas normal. Mais en fait, toutes ces situations ne sont pas normales. Et donc, il nous faudrait presque pouvoir mettre 4 millions d'histoires en visibilité permanente aux yeux de tous, nos concitoyens, par rapport à votre question, les responsables politiques, par rapport à leur responsabilité de la protection sociale. Je prends juste un dernier point pour illustrer ça. Aujourd'hui, les jeunes de 18 à 25 ans n'ont pas accès au RSA. Depuis que le RMI existe, qui s'est transformé en RSA depuis, il n'a pas été ouvert aux jeunes de moins de 25 ans, ou alors une petite catégorie, une centaine de milliers de jeunes. Et à chaque fois qu'on arrive au moment où il semblerait, pour une raison ou une autre, et là, la raison, c'est la sortie de crise Covid, en tout cas la crise que nous vivons, où on sent les pouvoirs publics à peu près sensibles, en disant c'est vrai que c'est eux qui vont prendre le plus cher, c'est eux qui sont 2 fois plus au chômage, 2 fois plus en situation de pauvreté, ils sont surreprésentés parmi les personnes sans domicile, donc il y a bien un problème. Puis dès qu'on arrive au moment de prendre la décision politique, on nous dit « Ah ouais, mais quand même, on ne va pas commencer à faire que nos jeunes entrent dans la vie adulte en étant assistés. Je ne supporte plus ça. » Quand je vois la souffrance des jeunes de 18 à 25 ans qui ont 0 € de ressources parce qu'ils sont en rupture familiale, alors bien sûr, s'il y a l'aide de la famille, il n'y a pas de problème. Ou si la famille peut aider, il n'y a pas de problème. Mais en rupture familiale, seul avec 0 € de ressources, entendre ces discours-là, ça n'est pas supportable. Donc, rentrons dans l'histoire de chacun. Entrons en discussion. Regardons les personnes, écoutons-les. Ouvrons nos portes. Je ne dis pas qu'il faut tout le monde accueille tout le monde chez soi, c'est pas possible, mais
allons au-devant des personnes que l'on rencontre dans la rue, les situations d'exclusion, le voisin qu'on entend quand il y a un problème. Et c'est par là qu'on pourra faire le changement. C'est pas simplement à coup de, je disais tout à l'heure, de tableur Excel ou même de propositions bien bordées. Il y a vraiment une nécessité de réhumaniser. Et je finirai en disant que l'abbé Pierre nous disait « Les responsables politiques ne pleurent pas devant la statistique ». Il faut donc qu'on remette les hommes au cœur de ce combat. Et je crois que c'est vraiment essentiel. Vraiment essentiel. Et quand on entend aujourd'hui des philosophes nous parler du care, puisque ça a été beaucoup mis en avant ces dernières années, en fait, on a presque l'impression que c'est un luxe de philosophes qui discutent entre eux de parler du care, alors qu'en fait, on se rend compte, j'ai récemment fait une interview, il y a quelques mois, de Marie-Monique Robin, je ne sais pas si vous avez vu son documentaire Nouvelle Cordée sur les territoires, voilà, donc on a fait un podcast là-dessus, et je trouvais ça très intéressant, et je trouve que ça, peut-être je me trompe, mais que ça rejoint un peu ce que vous décrivez, avec ce changement d'approche, en fait, et de considérer vraiment chaque être humain et avec une perspective de remise bien sûr, à la vie, de revenir à la vie, que la personne redevienne autonome. C'est pas de l'assistanat, c'est cette perspective. C'est pour ça qu'on développe des actions culturelles avec les personnes qui sont accueillies dans des lieux. Voilà, ça c'est notre festival qui s'appelle C'est pas du luxe. C'est pour dire, c'est pas parce que vous n'avez pas de toit ou vous avez des difficultés pour vous alimenter ou vous soigner convenablement que vous n'avez pas le droit à la culture. C'est pour ça qu'on met la question de l'accès au droit au centre. C'est redonner la dignité par le droit. C'est pas des pauvres droits pour les pauvres. C'est pas des pauvres logements pour les pauvres. Et c'est un changement de paradigme, effectivement. Et on l'a vu pendant la crise, par rapport à votre question. On récupère l'estime de soi. Oui, bien sûr. Il peut y avoir les témoignages de mal logés, des parents qui ont honte des conditions qu'ils offrent de vie à leurs enfants. Ça peut occasionner des pertes d'estime de soi. Mais on l'a vu un petit peu pendant la crise, là. On a vu tout d'un coup cette question de dire, mais des métiers indispensables. Donc, de la prise de conscience, finalement. Et quand j'ai évoqué les tableurs Excel tout à l'heure, c'est ça. C'est-à-dire que ce qui s'est passé sur l'hôpital pendant 10 ans, pendant 15 ans, tout d'un coup, on s'est dit, ah bah oui, mais en fait, cette analyse politico-économico-sociétale, je sais pas quoi, en fait, elle produit des effets à terme. Et puis quand on en a besoin, on se dit, waouh, qu'est-ce qu'on a fait ? Et là, on se dit, il faut faire attention. Et ce care, se faire attention, se prendre soin, il est essentiel et il passe aussi par la réhumanisation. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de me répondre et de nous expliquer tout ça, puisque c'est tellement important et tellement urgent. Très bonne continuation à vous. Félicitations pour tout ce que vous faites. Merci à vous. Peut-être à une prochaine fois pour développer de nouvelles activités encore. Avec plaisir. Merci. Au revoir. Merci à vous. Chères auditrices, chers auditeurs, si vous avez apprécié ce podcast de So Sweet Planet, n'oubliez pas de lui mettre un avis favorable sur votre application de podcast, par exemple 5 étoiles sur Apple Podcast, et de rédiger un avis sympathique. Cela me fera plaisir. Pour plus d'informations sur les droits humains, l'environnement et la culture, vous pouvez suivre la page So Sweet Planet sur Facebook. Enfin, n'oubliez pas de vous abonner gratuitement, soit à la newsletter sur le site sosweetplanet.com, soit au podcast sur votre application de podcast pour être informé des prochains podcasts de So Sweet Planet mis en ligne. À bientôt.